Ce livre, honnêtement, il m'a laissé avec une sensation de vertige, mais totale. J'ai vraiment eu du mal à m'en remettre. C'est Le procès de Franz Kafka. Et on plonge directement dans l'angoisse d'un homme qui est Pris au piège. pris au piège par une force qu'il ne comprend absolument pas. C'est cauchemardesque. On rencontre ce personnage, Joseph K., un jeune cadre dans une grande banque, un type logique, respectable, enfin, comme tout le monde, quoi. Et là, dès la première page, le matin de ses 30 ans, on frappe à sa porte. Et il est arrêté. Mais le plus fou, c'est le paradoxe. Il est arrêté, mais il reste libre. Il est accusé, mais il ne sait pas de quel crime. C'est un coupable qui se croit parfaitement innocent. Et vous imaginez un truc comme ça? Toute sa vie devient un labyrinthe sans aucune issue, où chaque porte qu'il ouvre, en fait, le piège encore un peu plus. Alors, décortiquons un peu ça. L'arrestation, elle n'a rien de normal. Ah non, rien du tout. Deux agents débarquent dans sa chambre de pension, ils se servent dans son petit déjeuner et lui annoncent comme ça qu'il est en état d'arrestation. Et quand il demande pourquoi, la réponse est lunaire. C'est le début de la fin de la logique. Ils lui disent quoi au juste? Bah rien, ils ne peuvent rien lui dire. Ils ne sont que des rouages. Et il prononce une phrase qui est absolument essentielle pour comprendre la suite. L'autorité, disent-ils, est attirée par la culpabilité. Attiré? Oui, comme un aimant. Elle ne la cherchait pas, elle la trouve. Donc s'il est arrêté, c'est forcément qu'il est coupable. La conclusion vient avant la preuve. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on le laisse libre. Il peut aller à son travail, continuer sa vie, mais cette liberté est un poison. C'est exactement ça. C'est là que le piège psychologique se referme. Parce que lui, c'est un homme de raison, non? Totalement. C'est un employé de banque, habitué à la causalité et aux chiffres. Il cherche une explication logique. Une erreur, une blague de mauvais goût de ses collègues. Il essaye d'appliquer sa logique à un monde qui vient de basculer dans l'absurde. Et il essaye de recoller les morceaux, en fait. Oui, sans voir que c'est la fissure elle-même qui est devenue sa nouvelle réalité. Au début, il se bat quand même. Il refuse de se laisser faire. Il reçoit une convocation pour son premier interrogatoire, et c'est là qu'on bascule encore plus loin. Ah oui, là on comprend que cette justice n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. Comment ça se passe? On lui donne une adresse dans une banlieue un peu pauvre, un immeuble sordide, mais on ne lui donne ni l'heure exacte, ni le numéro de la salle. C'est un test. C'est déjà une forme de soumission. Le système attend qu'il fasse l'effort de trouver. Du coup, il erre dans cet immeuble. Il monte jusqu'au comble, dans une atmosphère qui devient de plus en plus étouffante. Et il finit par tomber par hasard sur la salle d'audience. Mais ce n'est pas un tribunal, c'est ça qui est fou. Non, c'est un grenier. Un grenier, hein? Un grenier bondé, rempli de vieillards qui le dévisagent dans une chaleur suffocante. L'air est irrespirable, ça n'a aucun sens. L'architecture même des lieux, c'est déjà une déclaration. Bien sûr, la justice, la vraie, n'est pas dans un palais majestueux, ouverte à tous. Non, elle est cachée dans les recoins miteux du quotidien. C'est une organisation clandestine, presque honteuse. Et lui, K, plein de son innocence, il se lance dans un grand discours pour se défendre. Il croit s'adresser à une cour. Il pense marquer des points, dénoncer la corruption. Sauf qu'en réalité, il parle dans le vide. Exactement. Il joue une pièce dont il ne connaît aucune des règles. Ni le public, ni son propre rôle. Et pire, sans s'en rendre compte, en se défendant, il légitime ce tribunal. Il accepte de jouer leur jeu. Cette idée d'une justice qui se cache dans un grenier, c'est une métaphore incroyablement puissante aujourd'hui, non? C'est le cœur du propos. C'est une description de l'émergence de la bureaucratie moderne. Une force anonyme, sans visage, avec ses propres règles complètement opaques. Une machine qui ne juge pas des actes, mais qui gère des dossiers. Et on est tous un peu confrontés à ça. On a tous connu ce mur administratif, que ce soit une administration ou le service client d'une multinationale, où la procédure devient plus importante que l'humain. On devient juste un numéro de dossier. Et Joseph K, il devient le dossier K. Précisément, le système ne veut pas le punir, il veut l'absorber, le digérer. Face à ça, sa réaction est logique. Il cherche de l'aide, son oncle lui présente un avocat. On se dit « bouffe, enfin ». Et c'est peut-être le pire des pièges. L'avocat Maître Huld est un vieil homme, malade, toujours au lit, qui reçoit ses clients dans sa chambre. Une ambiance particulière. Très.
Et il est entouré de personnages étranges comme Lenny, son infirmière, qui a une fascination quasi pathologique pour les hommes accusés. Elle les collectionne. D'ailleurs, elle séduit K presque immédiatement. Et l'avocat, concrètement, il fait quoi? Rien, ou plutôt il fait semblant. Il parle sans arrêt des procédures, des relations qu'il a, des requêtes qu'il faut rédiger. Du vent. C'est ça. En réalité, il maintient K dans une dépendance totale. Il lui donne l'illusion qu'on s'occupe de lui, tout en l'empêchant d'agir par lui-même. Chaque aide, en fait, est une nouvelle maille dans le filet. C'est désespérant. Du coup, il décide de le quitter et il tombe sur un autre personnage encore plus improbable. Titorelli, le peintre officiel du tribunal. Un peintre. Oui. Un peintre qui vit dans un minuscule atelier sous les toits, un réduit suffocant, envahi par des jeunes filles qui semblent liées au tribunal. Un autre lieu à la frontière du réel. Et c'est lui, le peintre, qui va lui dire la vérité? C'est lui qui va lui révéler la vérité crue sur le système. Pas l'avocat. Non. L'artiste. Et qu'est-ce qu'il lui révèle? Il lui explique qu'il y a 3 issues possibles à son procès. La première, l'acquittement définitif. Sauf que, lui dit-il, c'est une légende. Ça n'est jamais arrivé. D'accord. Option 1, rayé. La deuxième, l'acquittement apparent. Des juges se portent garants de votre innocence et vous êtes libre, provisoirement, jusqu'à ce qu'un autre juge décide de rouvrir le dossier. Et tout recommence. C'est une épée de Damoclès. Et la troisième? Le sursis. On empêche le procès d'avancer, on le maintient dans les plus bas échelons de la justice, pour toujours. Mais c'est terrible. Aucune de ces options n'est une libération. C'est un choix entre différentes formes de prison. C'est un moment de bascule pour K. Il comprend qu'il ne se bat plus pour être innocenté, mais pour choisir le type de cage dans lequel il va vivre. La question n'est plus « suis-je coupable ou innocent ?», mais « comment est-ce que je supporte ma condition d'accusé ?» Il doit juste accepter les règles d'un jeu où on ne peut pas gagner. Exactement. Le but, c'est juste de ne pas perdre tout de suite. Et pendant ce temps, la réalité autour de lui se déforme de plus en plus. Il y a cette scène, peut-être la plus étrange du livre, dans sa propre banque. La scène du débarras, c'est glaçant. Un soir, il entend des bruits bizarres. Il ouvre la porte d'un débarras et il découvre les 2 agents qu'il avait arrêtés, Oui, voilà. en train de se faire fouetter par un homme en cuir. Parlons. Pourquoi? Parce que Cass s'était plaint d'eux lors de son interrogatoire. Ses paroles ont eu des conséquences réelles, mais totalement disproportionnées et absurdes. Mais il n'a jamais voulu ça. Bien sûr que non, il est horrifié. Il essaye même de payer le bourreau pour qu'il arrête. Mais l'autre refuse en disant que la punition est aussi juste qu'inévitable. C'est déjà un cauchemar. Mais le pire, c'est le lendemain. Kay, encore sous le choc, ouvre la même porte. Et la scène est là. Identique, comme un bug dans la réalité. La punition n'a pas eu lieu une fois. Elle est devenue un état permanent, une boucle infernale cachée au cœur de son quotidien. C'est là qu'on comprend que la logique du système est implacable. Monstrueuse. Absolument. Et qu'elle va voir de ses propres yeux ce qu'il risque de devenir. Chez son avocat, il rencontre un autre client, un commerçant qui s'appelle Bloch. Et son histoire à lui. Son procès dure depuis 5 ans. Il a tout perdu. Son commerce, sa dignité. Il vit littéralement comme un chien, dormant par terre chez l'avocat, rampant à ses pieds pour la moindre information. C'est son futur qu'on lui montre en fait. C'est son reflet dans un miroir. D'ailleurs, l'avocat humilie Bloch devant Kay pour lui montrer la chance qu'il a, lui, d'être bien traité. C'est une leçon. Voilà jusqu'où mène la soumission. Alors que Kay est de plus en plus perdu, il y a une dernière grande rencontre, presque mystique, dans une cathédrale. Oui, il a un rendez-vous professionnel qui n'a pas lieu, et il se retrouve seul, à errer dans cette cathédrale immense et vide. Et soudain, une voix l'appelle par son nom. D'où vient cette voix? De la chair. C'est un prêtre qui se présente comme l'aumônier des prisons. Et il connaît toute son affaire? Et il va enfin lui donner une réponse. Non. Il va lui raconter une histoire, une parabole, celle qui s'appelle « Devant la loi ». Racontez. C'est l'histoire d'un homme venu de la campagne qui veut entrer dans la loi. Mais devant la porte de la loi, il y a un gardien qui lui en interdit l'accès. L'homme demande s'il pourra entrer plus tard. Le gardien répond « C'est possible, mais pas maintenant ». Alors l'homme attend. Il attend des jours, des années, toute sa vie. Il vieillit, il perd la vue, il passe son existence entière sur un tabouret à côté de cette porte. Au moment de mourir, il pose une dernière question au gardien. Laquelle? Tout le monde aspire à la loi. Comment se fait-il que, durant toutes ces années, personne d'autre que moi n'ait demandé à entrer? Et la réponse du gardien? Elle est terrible. Elle est glaçante.
Le gardien lui hurle à l'oreille « Personne d'autre que toi ne pouvait pénétrer ici, car cette porte n'était faite que pour toi. Maintenant, je vais la fermer. » Terre. Ça veut dire quoi, K? Que la réponse était là juste pour lui, mais qu'elle lui était en même temps inaccessible. C'est tout le paradoxe. La loi est à la fois personnelle et inaccessible. La quête de justice, de vérité, c'est une porte faite juste pour nous, mais il y aura toujours un gardien pour nous en barrer l'accès. Après avoir entendu ça, K a tout compris. Il a compris que le problème, ce n'était pas le bon avocat ou le bon argument. Le problème, c'est la porte elle-même. Donc après une année entière de lutte, il se retrouve avec cette révélation. La porte était pour lui, mais il ne pourra jamais la franchir. Qu'est-ce qu'on est censé faire avec une vérité pareille? C'est la question qui pèse sur les dernières pages. Est-ce que cette compréhension de l'absurdité totale, c'est une arme pour enfin se battre? Ou est-ce que c'est au contraire sa condamnation finale? La prise de conscience qu'il n'y a en fait absolument aucune issue. Pour le savoir, il faut accepter de se perdre soi-même dans les derniers couloirs de ce procès. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.